Ok, super. Bon, bah, bonjour à tous. Salut Sébastien. Allez, Bah, écoute, on va pas tourner autour du pot plus longtemps. Aujourd'hui, on va parler de régime cétogène et de sport. Alors, je vais rapidement dire comment on est entré en contact. Bah, ça s'est fait ce matin. Tu as laissé un petit commentaire sur un post Instagram sur le nouveau livre de Ulrich Génisson sur le régime cétogène. Et puis voilà, on est ouais, entré en contact un petit peu autour du sujet des glucides dans le régime cétogène. Et comme tu as une grosse expérience sur le sujet, ben voilà, on s'est retrouvés aujourd'hui pour faire une petite vidéo et je te remercie. avec plaisir. Du coup, ben, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et dire un petit peu ce que tu fais? Ouais, alors Sébastien, je baigne un petit peu dans le milieu du sport depuis maintenant quelques années, le sport d'endurance surtout, Ouais. trail, ultra trail, triathlon, que je pratique moi-même. Et c'est un petit peu comme ça que je suis venu à la nutrition. Parce que dans ces sports-là, il y a quand même un gros impact sur la partie nutritionnelle. Euh, Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans la nutrition. De manière autodidacte au début, et puis ensuite, j'ai profité du confinement il y a 2 ans euh, pour, euh, pour l'officialiser avec une formation. Voilà. Donc, c'est une partie de mon job aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu as un site web, hein, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut Bon, travailler avec on peut me toi? retrouver en règle générale. Ça se fait souvent au bouche à bouche parce que c'est au bouche à oreille, pardon. Parce Bouche à que bouche. ça, ouais, non, au bouche à oreille. Parce que un petit groupe de personnes que je suis. J'aime bien faire ça de manière très pointue, très précise. Ok. Mais Instagram, Facebook, on me retrouve assez facilement. Ok. Bon, on mettra tes liens en description. Ok. Ouais, avec plaisir. Du coup, tu as réagi par rapport au régime cétogène. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous donner le type d'alimentation que tu as aujourd'hui et un petit peu comment tu es arrivé, quel est ton parcours alimentaire en gros, quoi? Ouais. Alors, j'ai eu un passif peut-être un peu comme toi, adolescence, un peu enfin, chez mes parents, malbouffe, obèse, etc. Après mes études, donc je me suis mis au sport, j'ai perdu du poids. Voilà, bon, ça se passait bien, pas de souci là-dessus. Je suis revenu à un poids de forme tout à fait correct. Et en pratiquant le sport d'endurance, bah, voilà, je m'y suis intéressé de plus en plus. Au début, low carb, des entraînements avec glycogène bas, voilà, train low, sleep low, un petit peu de choses comme ça. On va retrouver. J'ai fait ça pendant 1 an ou 2, ça marchait bien, hein. Pas de problématique là-dessus. Et puis, en course, sur des courses qui peuvent durer sur un ultra 10, 12, 15, 20 heures, euh, j'ai eu l'impression au bout d'un moment de passer mon temps à manger des glucides, parce qu'il faut quand même tourner à entre 40, 50, 60 grammes à l'heure quand on n'a pas une bonne adaptation. Tu les prenais sous quelle Et forme sur une de, tu les prenais sous quelle forme ces glucides? bah, tu les prends sous 2 formes essentiellement. Boisson, et que tu doses souvent à peu près 40 grammes à l'heure. Et ensuite, tu complètes avec du solide. Des bars, de la compote, voilà. Alors, Ok. je suis toujours anti-gel, etc. Voilà, ça c'est un aspect de la nutrition sportive qui est un sujet à part, mais voilà. En gros, mes sources de glucides. Et même avec des sources de glucides comme ça, plutôt naturelles, c'est Ok. des barres de enfin, qualité vraiment plutôt brute, de la compote, etc. Euh, j'ai au bout d'un moment ressenti, enfin, overdose de sucre, les dents, comme des débuts de carie au bout de 10 heures de course. Voilà. Et Mhm. après cette course-là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose peut-être à aller creuser encore. Et bah, je me suis dit, comme j'aime bien tester les choses, je suis quelqu'un de très curieux, je me suis dit, bon, je vais essayer le cétogène. C'était il y a 3, 4 ans maintenant. D'accord. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, forcément, au début, bah, il y a une baisse de perf, hein, faut pas se le cacher. Le temps d'être un petit peu adapté, c'est quelques semaines, quelques mois pour certains, et puis après, petit à petit, on retrouve son rythme de croisière. Voilà comment j'y suis arrivé. Très bien. Du coup, toi, tu as jamais eu de régime extrême comme végétalisme, crudivorisme, des choses comme ça? Non, jamais. Ok, très bien.
Du coup, OK, tu as eu une certaine période d'adaptation, donc moi aussi, hein, je suis bon, par contre, moi je viens quand même d'un truc assez extrême, j'ai testé, végétalisme, crudivorisme végétal, frugivorisme et ensuite après tout ça, j'ai découvert je suis reparti vers une alimentation un peu où il y avait tout et ensuite je suis parti dans le cétogène et c'est vrai que, j'ai tout de suite eu et on en parlait avant là, j'ai tout de suite eu beaucoup de bénéfices santé en réintégrant principalement les bénéfices, les produits animaux. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un aperçu des améliorations que tu as pu observer? Ouais. Alors, il y a plusieurs types d'améliorations. Va y avoir des améliorations cognitives un petit peu, où effectivement, bah, le cerveau, il apprécie beaucoup les corps cétoniques. Donc voilà, tu peux être un petit peu comme des personnes qui jeûnent. Souvent, au bout de 3 4 jours, on a un petit peu d'euphorie voilà, avec les corps cétoniques. Voilà, tu vas retrouver des bienfaits sur cet aspect-là. Euh, Niveau sportif, dès que tu es sur des niveaux d'intensité faibles en endurance, tu peux courir toute la journée sans t'alimenter, sans baisse de régime, etc. Euh, tu as une vitalité aussi un peu plus importante. Alors, faut aussi pas tomber dans l'excès inverse de l'hypocalorie, enfin, ou d'un d'un déficit quel qu'il soit. On pourra en reparler un peu plus tard. Euh, j'ai aussi moins besoin de dormir, c'est-à-dire que je fais des nuits un peu plus courtes et elles sont plus réparatrices pour le coup. Euh, et je récupère aussi plus vite entre les séances d'entraînement. Voilà. D'accord et donc au moment où tu es rentré dans ce qu'on peut appeler, on va lui mettre une étiquette, on va appeler ça le cétogène, y a-t-il eu des changements dans ton cétogène? Est-ce que tu as commencé d'une certaine manière, tu as changé, voilà? Oui, ouais, ouais, assez régulièrement. Parce qu'au début, j'étais parti sur un cétogène un petit peu strict, c'est-à-dire souvent on entend 20-30 grammes de glucides Ouais, et peut-être un peu bas en protéines. Bon, j'ai été sur à peu près un 6, 1,6 g par kilo de poids de corps. OK. Bon, au bout de quelques semaines, peut-être mois, j'ai senti que c'était trop limite les protéines. Donc, je les ai remontés vers un 8, 2. C'est quand même mieux parce qu'il y a quand même une partie des acides aminés qu'on va utiliser pour faire de la néoglucogénèse. Donc voilà, il en faut quand même un peu plus que sur une personne qui a un régime classique. Voilà, donc ça a été une de mes premières erreurs au début. Et après, j'ai aussi vite vu qu'il fallait quand même chez le sportif augmenter un peu les apports en glucides pour pas qu'ils soient trop faibles, parce que sinon on a différentes problématiques. Alors, tout le monde n'est pas égaux là-dessus, mais voilà, le cortisol qui peut augmenter, qui peut être un peu élevé, ou le stress voilà, du coup, forcément, on va être un peu plus sujet au stress, un peu d'anxiété si vraiment on tire un peu trop sur la corde. Voilà. Et puis, au niveau sportif, il y a aussi un aspect récupération. C'est-à-dire que si on fait que de l'endurance, son petit footing 1 heure tous les jours, bon, ça passera comme une lettre à la poste. Par contre, si on fait des séances avec de l'intensité à différents niveaux, bah, et qu'on doit en enchaîner plusieurs fois dans la semaine, il faut quand même pouvoir les enchaîner et avoir récupéré entre. D'accord, parce que justement, la grosse incompréhension et du coup là, c'est un petit peu le cœur du sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, rentrent dans le cétogène en pensant qu'il y a une espèce de barre infranchissable qui est les 20, les 30 ou les 50 grammes de glucides par jour. Donc, Oui, quand on lit le nouveau livre là de Ulrich Génisson, c'est bien marqué que pour les sportifs, on peut aller jusqu'à 150 grammes. Mais ça, c'est quelque chose qui est extrêmement méconnu dans le milieu, hein. Tu prends n'importe quel article de magazine ou n'importe quel, tu tapes régime cétogène sur Google, tu as tout le temps cette barre des 50 grammes de glucides. Est-ce que tu peux développer ce point-là? ouais, parce qu'en fait, souvent, alors, ça vient un petit peu de la base du régime cétogène qui était pour les épileptiques. Et du coup, ils avaient trouvé
un petit peu cette barrière à 20-30 grammes parce que c'était 5% des apports et une personne qui a des apports à voilà, 2000 calories. Et donc, du coup, on s'est retrouvé comme ça à 20-30 grammes. Sauf que, eh ben, on n'est pas tous des enfants épileptiques et que du coup, on n'a pas tous une consommation de 2000 calories par jour. Donc, quelqu'un qui consomme 4000 calories, un sportif, parce que c'est une monnaie courante, un sportif qui consomme 4000 calories, hein, Ouais. eh ben, forcément, 20 grammes, c'est trop peu. Il peut monter bien au-delà. Mais bien évidemment, il n'y a pas de littérature là-dessus. Il y a quand même peu de personnes qui s'y risquent sur le long terme, euh, notamment chez les sportifs élites, par exemple. Sportif élite, il ne va pas aller risquer sa carrière. Il a un mode de fonctionnement qui a toujours été voilà, sur le fonctionnement glucidique, qui marche très bien pour lui. Il performe comme ça. Il va pas aller prendre un risque à arrêter sa carrière pour Ouais. le plaisir. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi peu d'études sur le sujet et D'accord. peu de chiffres. Et du coup, d'après toi, pourquoi trop peu enfin, physiologiquement, qu'est-ce qui se passe si on a trop peu de glucides en cétogène? Quels sont les problèmes qui se posent dans le corps, en fait? Bah, pour moi, il y a plusieurs explications. Euh, quand on, quand on suractive un petit peu la voie de la cétogénèse, euh, on va, dans le cycle de Krebs, il va être ralenti parce que on va manquer d'oxaloacétate. Et donc, du coup, on va avoir besoin de faire beaucoup de néoglucogénèse pour combler nos besoins parce qu'on a forcément des cellules glucodépendantes qui ont besoin de glucose et un métabolisme chez un sportif, ce n'est pas le même qu'un métabolisme d'une personne sédentaire. Donc, elle a aussi besoin de plus de glucose, donc plus de néoglucogénèse, donc un cycle de Krebs qui est ralenti, donc plus de cétogénèse. Et donc, du coup, on se retrouve avec le foie qui surproduit des cétones. Ça m'est arrivé si j'ai trop peu de glucides, je peux, après une séance ou même en fin de journée, avoir une cétogénèse à plus de 4 ou 5. Donc là, tu peux Voilà. préciser, en fait, Bon, c'est quand tu mesures ton taux de cétone dans le oui, sang, c'est bien ça? ouais, exactement, quand je mesure D'accord, mon taux de cétone dans le sang. d'accord. Euh, donc le foie, il a fait son job, hein. Il n'y a pas de problématique là-dessus, mais c'est en excès. C'est en excès. Il y a une plage qui est quand même plus ou moins respectée, enfin qui est pas respectée, qui est optimale, disons, entre 1, 2,5, 3. Voilà, c'est une plage qui est plutôt optimale. Et donc du coup, tout le reste que le corps ne saura pas utiliser, ça finit dans les urines. Voilà, tu l'excrètes. Bon, les reins font leur job, très bien. Mais à quoi ça sert d'aller faire travailler ton foie à faire des cétones pour que ça finisse dans les toilettes? Voilà, d'une part. Et donc, du coup, d'autre part, je pense qu'il est nécessaire de trouver un équilibre où bah, tu fais suffisamment de cétones et tu utilises suffisamment les lipides à l'entraînement pour que tu aies les avantages. Voilà, parce que comme on disait tout à l'heure, les corps cétoniques, le cerveau aime bien. Voilà, il y a plein d'avantages à avoir des corps cétoniques, mais pas dans des proportions stratosphériques. Et tu es également capable de fonctionner sur les lipides. Et en parallèle, eh ben, tu apportes suffisamment de glucides pour pas non plus être en excès de cétone, que ça finisse dans les toilettes pour rien, et aussi de refaire tes stocks de glycogène musculaire parce que même s'il y a d'autres moyens de les refaire avec les lactates par exemple, mais chez le sportif, quand on doit enchaîner les entraînements 2 dans la journée par exemple ou plusieurs entraînements intenses dans la semaine, bah, il faut quand même refaire un petit peu ses stocks de glycogène, même si on sait que chez l'athlète en cétose ou adapté au, on va dire, low carb, on sait que le stock de glycogène s'épuise moins parce qu'on utilise plus facilement les lipides, mais il s'épuise quand même un petit peu et donc il faut le refaire. Voilà. Euh, et puis après, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi la partie, là c'est un peu plus sensible en fonction des gens. Il y a des problématiques liées à la thyroïde, liées au cortisol, qui font qu'on n'est pas tous égaux. La thyroïde, elle apprécie quand même beaucoup euh, le glucose pour fonctionner. Alors, il y a des gens qui disent souvent, oui, mais en cétogène, on a moins besoin d'hormones thyroïdiennes,
on y est un peu plus sensible. Ok, il y a des études qui tendent à le montrer, mais il y a aussi des études qui tendent à montrer l'inverse. Et il y a aussi surtout la clinique qui parle beaucoup pour la thyroïde. C'est-à-dire que une personne qui a froid, enfin qui se met à être frileuse en cétogène, bah, clairement, sa thyroïde, elle apprécie pas trop, quoi. C'est un des exemples. Une personne qui se lève le matin et qui a son cortisol très haut, qui boit un café, qui voilà, le cortisol est plus, alors qu'elle n'avait pas le problème avant, c'est que ça lui convient pas. D'accord. Je reviens juste sur cette histoire de glycogène. Si on caricature vraiment la chose, est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui est bien adaptée au régime cétogène est une personne qui va puiser majoritairement son carburant dans les graisses et qui, dans des efforts très intenses où ça monte très Oui, haut, va devoir utiliser un petit carburant d'appoint qui est le glycogène? oui. Souvent, c'est au niveau du seuil SV2. Alors, sur une personne non entraînée, ça va être plutôt bas, ça va être 60-65% de VO2 max. Et Ok. plus la personne elle est entraînée à, en low carb, cétogène, plus ça va monter vers 75-80% de VO2 max. Donc, plus la personne elle est entraînée, plus elle va être capable d'oxyder des lipides. Mais il y a une limite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, plus on est proche de son maximal et moins on utilise de lipides. Donc, si on fait des intensités, si on fait du sport avec des intensités, un coureur à pied, un cycliste, etc., on puisse forcément dans son glycogène. Et de toute D'accord. façon, c'est assez simple là, pour s'en rendre compte. C'est-à-dire que j'ai fait quelques tests avec capteur de glycémie, etc. Après une séance avec des grosses intensités, on peut manger des glucides. La courbe de glycémie, elle reste quasiment flat euh, parce que bah, il y a pic d'insuline forcément un petit peu quand on prend un repas, peu importe le repas d'ailleurs. Ouais. Bon, s'il y a des glucides, forcément un peu plus, mais il y a voilà, quasiment tout ce que tu remanges derrière, l'insuline, elle fait le job, mais il y a aussi une fenêtre métabolique qui fait que les muscles sont encore plus sensibles pendant cette période-là pour restocker le glycogène. Et du coup, tu peux te retrouver enfin, tu peux consommer des glucides sans avoir une hyper et ensuite une hypoglycémie après le repas, quoi. Et sans non D'accord. plus que ta cétonémie allait bouger, hein. D'accord. Ok, on va y revenir après parce que ça pose c'est la question de la flexibilité métabolique. Mais avant, j'avais une Ouais, autre question. Du coup, moi, l'impression que j'ai sur le régime cétogène, c'est que vraiment, les gens en ont une mauvaise définition et du coup, ce qui les pousse du coup à, voilà, à peut-être rentrer dans des schémas bah, qui vont poser problème plus tard. Toi, du coup, est-ce que tu peux juste nous décrire un petit peu au niveau des catégories d'aliments, qu'est-ce que toi, tu as dans ton cétogène à toi? Et aussi, quels sont les types de glucides que tu consommes? Parce que j'imagine que tu consommes pas des croissants ou des non. biscottes Eudebert, quoi. Non, exactement. Non, j'ai une alimentation et même les personnes que je suis qui sont pas forcément au régime cétogène, d'ailleurs, hein, il y en a très peu, je le conseille rarement Ouais, quand même, euh, parce que c'est quand même compliqué à tenir sur le long terme. Euh, mais tout le temps, je conseille des aliments, les mêmes catégories d'aliments, c'est-à-dire bruts et de saison, clairement, euh, avec une grosse composante animale. Euh, Parce que je pense, et puis je l'ai expérimenté, hein, il y a quand même dans les produits animaux des choses qu'on ne retrouve pas dans le règne végétal. Je pense au cholestérol, au coenzyme Q10, je pense au zinc, je pense au fer, L-carnitine, voilà, toutes ces petites choses-là qui font que on en a besoin et c'est d'autant plus vrai chez le sportif parce que le métabolisme est accéléré. Et voilà, donc il y a une bonne part de mon alimentation qui est liée aux produits animaux, c'est-à-dire des œufs, c'est-à-dire de la viande, des petits poissons gras. Voilà, une part qui est liée aux légumes, bon, de saison, voilà, sous toutes ses formes. Fruits, mais je les tolère moyennement bien. C'est pas quelque chose qui, j'aime bien, j'aime beaucoup au goût, mais ça me réussit très moyennement sur le plan digestif. Et pour revenir à la thyroïde aussi,
très souvent, quand je mange un fruit, je peux avoir un petit peu froid aux mains, etc. Voilà, donc ça me réussit très moyennement. Ce qui marche le mieux sur moi, c'est plutôt ce qui va être amidonné, le riz, par exemple. C'est ce qui fonctionne le mieux. Alors après, le riz, c'est quand même très nutritivement, c'est assez pauvre. Ouais, C'est pas voilà, faudrait mieux manger chez les personnes qui ça passe de la patate douce, par exemple, c'est bien plus intéressant. Mais dans mon cas, ça passe moyennement. Donc, je me suis tourné vers le riz pour augmenter mes apports en glucides de façon facile. d'accord. Voilà. Et ensuite, forcément, une grosse part de lipides, hein, à peu près 300 grammes par jour. Ça ferait, voilà, il y en a certains qui feraient des bons, avec une bonne part de gras saturé, voilà, Ouais, que ce soit le beurre, que ce soit les produits animaux, forcément. Euh, J'évite quand même beaucoup les produits laitiers, pareil, je tolère pas très bien, surtout d'accord. si c'est pasteurisé, un petit peu comme toi d'ailleurs, je crois bien. Euh, ouais, tout ce qui, si je prends un peu de crème fraîche pasteurisée, lait pasteurisé, etc., ça tient une journée ou deux et puis après c'est fini. Je suis ballonné, voilà. Donc plutôt lait cru un petit peu, ça passe, beurre cru. Euh, Sinon les produits laitiers, j'évite. Est-ce que tu consommes du miel? Un petit peu de temps en temps, mais pas tant que ça parce que c'est pareil. C'est un peu comme les fruits. Le fructose me réussit moyennement. Donc, j'évite en règle générale. J'y ai pas trouvé mis à part sur le plan gustatif parce que j'aime bien. Mais sinon, non, j'y ai pas trouvé un intérêt. Dans mon cas, hein. Pareil, c'est très individuel, hein. D'accord. Du coup, au final, est-ce qu'on pourrait dire que, on au lieu de penser que le régime cétogène, parce que c'est l'image qu'en ont les gens, je pense, c'est un régime qui va nous faire, passer uniquement sur la voie, métabolique des graisses. Est-ce qu'on peut dire qu'au final, le régime cétogène est tel que toi tu le pratiques, c'est plutôt une alimentation qui va redonner de la flexibilité métabolique au corps? Mm. Bah, c'est ce que je dis souvent. Et le but, c'est de retrouver de la flexibilité métabolique. Nos ancêtres, ils n'étaient pas à manger zéro carbe tout le temps, hein. C'est-à-dire que de temps en temps, et puis ils n'avaient pas le même mode de vie que nous aussi. Euh, et ils faisaient pas forcément des sports intensifs. Il y avait des activités physiques plus que quelqu'un de sédentaire qui est derrière son bureau aujourd'hui. Mais voilà, ils pouvaient passer des périodes très très cétogènes, peut-être en hiver, voilà, parce que c'était pas propice à trouver des fruits. Mais d'autres périodes, eh ben voilà, on va peut-être se nourrir plutôt plus avec du fruit, on va peut-être trouver du miel, des choses comme ça. Et donc du coup, il faut être capable de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre, sans aucun impact. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir manger une banane sans que ça nous pose problème et pouvoir ne pas manger de glucides pendant 3 4 jours parce que on n'en a pas, quoi. Ouais. Est-ce que selon toi, il y a des catégories de glucides à pas je dirais pas éviter, mais qui sont pas forcément physiologiques, qui posent problème? Tout ce qui est ultra transformé, oui, clairement. Tout ce qui est extrudé, tout ce qui est sous forme de sirop de glucose, maltodextrine, etc., en dehors de la matrice alimentaire. Voilà, tout ce qui n'est pas brut. Là, clairement, je pense que ça n'a rien à faire. Alors, à part si on revient aux sportifs, dans un ravitaillement de course, mais ça, c'est très particulier, c'est un instant particulier. En course, c'est différent, c'est pour performer, ça n'a rien à voir avec l'alimentation au quotidien. Mais au quotidien, non. Au quotidien, c'est des aliments bruts, non transformés qu'on devrait consommer. Qu'est-ce que tu penses des céréales, alors je sais qu'il y a différentes catégories de céréales, mais d'une manière générale, qu'est-ce que tu penses des comme les pâtes, le seigle, le pain, les choses comme ça? Là, c'est aussi très très personnel. Je mange pas de gluten, même avant, j'en mange pas depuis très longtemps, depuis 15 ans, je pense que je mange pas de gluten. Parce que c'est pareil, ça me réussissait très moyennement sur le plan digestif. Euh, je pense que nutritionnellement, c'est pas
très intéressant. C'est quand même assez pauvre nutritionnellement. Oui, si c'est des versions complètes, il y a des fibres, mais je pense que les fibres, on peut les trouver ailleurs, dans des aliments qui sont bien plus intéressants, bien plus riches en termes de micronutriments. Euh, donc, chez des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir des gros apports en glucides, je pense que c'est pas intéressant, clairement. Je pense qu'on peut s'en passer. Après, il y a aussi le plaisir gustatif qu'il faut pas oublier. Voilà, il y a des gens qui en ont besoin. Donc, du pain au petit épeautre, par exemple, voilà, on est quand même sur plus qualitatif que du blé actuel. Le riz, basmati, voilà, ça reste quand même OK. Bon, il y a la problématique de l'arsenic, mais euh, c'est en le préparant correctement, on limite la casse, on va dire. Euh, et voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des légumineuses? Bah, je pense que si elles sont préparées correctement, c'est bien. Si on les tolère, c'est pareil sur le plan digestif. Mais bah, il y a toujours la problématique des antinutriments. De mon expérience, des personnes que je suis, bah, ça fonctionne pas avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent manger des oléagineux et des légumineuses sans aucun problème. C'est-à-dire que même sans faire gaffe à la préparation, même sans faire tremper, voilà, ils auront pas de problème. Zéro carence, zéro problème d'absorption, zéro problème digestif. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est des gens qui ont de la chance, ils ont un bon microbiote, voilà. Et puis il y a ceux qui ont peut-être pas de chance. Je dis chance, je sais pas si c'est le bon mot, mais chez qui, même en préparant les légumineuses correctement, même en faisant tremper les oléagineux, eh ben il y a des problèmes d'absorption, que ça soit de fer, que ça soit de zinc, voilà, les minéraux qui sont pas bien absorbés, et puis des problèmes digestifs, quoi, ballonnement et autres, qui voilà, chez qui ça passe pas. Donc c'est très individuel, je pense. Ouais. Justement, parce que moi, on va dire, sur ma chaîne, je m'adresse principalement à des gens qui ont déjà des problèmes. Et donc, justement, j'observe aussi à travers mes accompagnements que, bah, justement, enlever ce genre de catégorie d'aliments, ça fait énormément de bien. Mais je conçois que Ouais. sur toi qui t'adresses à des sportifs qui performent et qui ont peut-être fait beaucoup de sport au cours de leur vie, qui ont toujours eu une bonne hygiène, je conçois que ça ne pose pas autant de problèmes que chez des gens qui Ah, ça sont pose quand même, ouais, ouais, ça pose quand même problème hein. Régulièrement, même chez des sportifs qui sont en bonne santé, ouais, ça pose quand même problème. Et puis aussi, il y a un autre point important, c'est que chez les sportifs d'endurance, l'intestin, il est quand même soumis vraiment à rude épreuve. ouais. Sur des efforts de 10, 15, 20 heures, l'intestin, il prend vraiment très cher. Et donc, c'est aussi des personnes qui ont des problèmes intestinaux récurrents. Et donc, chez qui les légumineuses et les oléagineux passent quand même moyennement bien. D'accord. Donc, on va dire qu'il y a une petite partie de la population qui peut s'en accommoder, mais c'est pas fréquent. Oui. Bah, D'accord. en tout cas, de mon expérience, oui. Après, il y a toujours, c'est aussi dose dépendant, hein. Tu vois, quelqu'un qui mange des lentilles corail une fois dans la semaine, Oui, voilà, pas de souci. Euh, de là à en manger des haricots tous les jours, manger 100, 120 grammes d'oléagineux, euh, manger des produits industriels en plus, bah là, clairement, c'est quand bien sûr. même problématique. Et puis, il y a aussi un autre point, souvent que je rencontre, peut-être que tu dois aussi avoir, c'est que les gens, ils ont une tendance à ne pas se rendre compte des problèmes qu'ils peuvent avoir, des symptômes qu'ils peuvent avoir. Ouais, Les gens sont habitués à être ballonnés, les gens sont habitués à avoir des selles qui sont pas correctes, les gens sont habitués à mal dormir, les gens sont habitués à être stressés. En fait, ils sont tellement habitués à être tout le temps comme ça depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, en fait, ils s'en rendent même plus compte. ouais, tout à Ou fait. une Ouais. personne une femme qui a froid aux mains, qui perd ses cheveux, ses ongles qui sont pas de bonne qualité. Au début, si tu commences, tu lui demandes si ça va, elle te dit que ça va. Une fois que tu as posé plein de questions, en fait, tu te rends compte que ça va pas. Mais en fait, elle s'en est tellement accommodée, la personne, qu'elle s'en rend plus compte. Ouais, j'ai de cette expérience aussi, et j'ai même l'impression que de plus en plus, au plus on avance, tu sais, on donne des noms de maladies à des dérèglements physiologiques pour, ben, j'ai l'impression que ça légitime un petit peu, ça déresponsabilise les personnes. Par exemple, récemment, j'ai appris
que le fait, tu sais, par exemple, d'aller dans l'eau froide et d'avoir main aux mains et aux pieds, on appelle ça le syndrome de Raynaud. J'ai appris ça Ouais. récemment. Et en gros, apparemment, la circulation sanguine, enfin, ton corps n'arrive pas à réchauffer tes extrémités. Et maintenant, tu sais, c'est une maladie. Genre, tu l'as et c'est pas de ta faute. Et on se pose même pas la question, on se dit même pas, tiens, mais c'est pas normal, ça devrait pas être un état normal de Bah, fonctionnement, quoi. j'ai fait quelques recherches parce que ma femme, elle était concernée, Ouais, et ma cousine également d'ailleurs. ouais, Il y a une petite part qui est liée à effectivement les capillaires au bout qui ont des soucis. ouais, Mais c'est pas la seule explication. En fait, on peut pas se cacher entre guillemets derrière ça. Il peut y avoir aussi un problème de thyroïde. Il peut y avoir une carence en fer, il peut y avoir des carences multiples qui font que on développe ce syndrome de Raynaud. Et du coup, voilà, c'est pas forcément une maladie, ça peut être un problème d'alimentation, de ouais. thyroïde, de fer, voilà, ce que je viens de dire. Parce que moi, j'avais ça quand j'étais en crue végétale. Après chaque fruit que je mangeais, j'étais frigorifié de l'intérieur. Et là, je sais plus ce que c'est, la frilosité. Il y a 2 semaines, j'ai expérimenté dans une station thermale dans les montagnes suisses les bains de contraste. C'est-à-dire passer de 44 à 4 degrés. Et enfin, j'étais super, tu vois, j'étais super bien. Je suis resté hyper longtemps dedans. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire il y a 3 4 ans, quoi. Ça aurait été mais impossible, quoi. Donc ouais, Ouais. Après, tu as repris du poids aussi. j'ai repris du poids effectivement aussi, ouais. Beaucoup. Ouais, je pense Beaucoup. que, ouais, mais je pense que c'est un point aussi important. Tu vois, je disais tout à l'heure l'hypocalorie, mais c'est valable même d'une manière générale, pas qu'en cétogène. C'est-à-dire que, et puis chez le sportif, j'y suis souvent confronté. Les gens, ils veulent tous être affûtés à 8-10% de masse grasse, Ouais, mais en fait, on n'est pas tous faits pour être comme ça. ouais, c'est Il y a une antiphysiologique, hein. génétique, Ouais, ouais, bah, il y en a voilà, il y a des élites qui peuvent se le permettre, chez qui ça fonctionne toute l'année, pendant 10, 15, 20 ans, toute leur ouais, vie, ils sont ouais, comme ça. Il y a même bon, on en revient à Saladino, par exemple, tu vois, ouais, qui est ultra fit, mais tout le monde ne peut pas être comme ça toute l'année. C'est pas possible. ouais, On a des génétiques différentes, une épigénétique, un mode de vie différent. Saladino, il habite pas en Norvège, quoi. Il habite quand ouais, même, enfin, de ce que je vois en tout cas, c'est plutôt pays exotique. ouais, Donc voilà, c'est quand même très, très différent. Et donc, je dis souvent qu'il faut trouver le poids où on est en forme et performant. Et chez certains hommes, ça peut être 15% de masse grasse. Et ben voilà, c'est comme ça, c'est point barre. Parce que peut-être qu'à 8, ta libido, elle sera à 0. Tu dormiras plus la nuit et tu vas penser qu'à manger. Ah, oui, ça va tenir un an ou deux, hein. Voilà, tu vas performer, mais au bout de 2 ans, tu courras plus, quoi. ouais, Et du c'est coup, c'est marrant. valable pour Ouais, je t'ai coupé, pardon. Non, non, vas-y. Non, c'est vrai que là, ce que tu dis, c'est marrant puisque c'est un petit peu comme ce que tu disais, enfin, cette limite des glucides et même d'une manière générale, quand on fait un bilan sanguin, il faut être dans les clous, alors qu'au final, on est tous différents et on a tous un petit peu cette image du corps idéal de beauté bien tracé, alors que comme tu dis, bah, c'est pas, on n'a pas tous ce poids de forme. Et d'ailleurs, si tu prends par exemple, tu prends le champion du monde poids lourd en boxe, Tyson Fury. Mais le mec, il a un ventre à bière. Je sais pas si tu l'as déjà vu en photo. Ouais, ouais, ouais. Il a un ventre à bière. Et il explique dans ses interviews que des fois, avant d'aller se parer avec les meilleurs du monde, il prend 10 pintes au pub. Enfin bon, c'est pas forcément ça qui va faire qu'il est bon, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais. il a du gras et tu prends plein de combattants UFC, tu prends Fedor, tu t'en prends Daniel Cormier. Enfin, c'est des mecs, ils ont du gras, quoi. Ils ont du gras et ils performent. Et c'est marrant de voir que bah, ça va un petit peu à l'encontre de cet idéal de beauté qui nous est imposé un petit peu partout, quoi. Ouais, il faut individualiser et puis vraiment trouver ce qui nous correspond, hein. Clairement, il y a des gens chez qui peuvent être fit tout le temps, et puis il y en a d'autres, eh ben non, il faut sur le plan hormonal, il faut qu'ils gardent 5 kilos de gras, et puis est-ce que c'est comme ça, quoi. Sinon, ça sera pas OK, hein. Yes. Du coup, j'ai une dernière question. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui découvre le régime cétogène? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour s'y retrouver, pour bien débuter? Alors, il faut quand même, je pense, beaucoup se renseigner.
Mais la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de bullshit. On trouve voilà, des articles de très mauvaise qualité, que ce soit dans la presse, c'est du journalisme voilà, très, très, très mauvais. Euh, donc, voilà, soit la personne, elle a quand même, elle a un côté scientifique, un côté de réflexion, où elle est capable de remettre un petit peu en question ce qu'elle lit à gauche et à droite pour faire du tri. Dans ce cas-là, là, je pense que la personne, elle peut être autonome. Il y a des très bons livres qui existent. T'as cité celui de Keto de tout à l'heure. Voilà, il y en a d'autres qui sont très bien, ou des livres anglais aussi, parce ils ont une petite longueur d'avance sur nous sur le sujet. Euh, voilà, ça c'est une personne, si la personne elle est capable de faire la différence, de faire du tri, d'être autonome. Mais c'est pas la majorité des gens. Souvent, je pense que sur ce genre de régime-là, pour éviter les bêtises, au début, il faut se faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise son sujet. Parce que c'est pareil, il faut aussi réapprendre euh, à, à manger plus salé. C'est une grosse erreur aussi. L'erreur que c'est peut-être celle que j'ai oubliée tout à l'heure quand tu m'as posé la question. Mais comme on a moins d'insuline, on fait moins de rétention de sodium. Et donc, du coup, on a besoin d'en manger plus. Et voilà, on entend souvent trop qu'il faut pas manger salé, alors que la problématique, souvent, c'est pas là, elle vient pas de là, du ciel. Mais bon, bref, on baigne dans cette idée que le sel c'est mauvais, donc du coup, voilà, on continue dans cette direction-là. Et alors qu'en cétogène, ça fonctionne pas. Et d'autant plus chez le sportif, on perd du sodium à la transpiration beaucoup. Donc si on n'en apporte pas, clairement, au bout de quelques jours, si je vois que si je fais pas attention à mes apports en sodium, c'est la cata. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça. Pareil, les électrolytes d'une manière générale, magnésium, potassium. Et puis après, il y a un autre conseil que je pense important, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le keto version industrielle. Ça, je Ouais. pense que c'est très important. Parce que beaucoup, on retrouve des recettes de pain cétogène, des recettes de gâteaux cétogènes avec des édulcorants, des recettes de tout ce que tu veux pour des pizzas. Alors, de temps en temps, oui, parce que tu as une vie de famille, voilà, tu invites des gens, ok, why not. Mais en fait, tous les jours, il y en a qui ont besoin de se raccrocher au visuel Ouais. de ce qu'ils mangent de ce qu'ils ont mangé habituellement, mais dans une version cétogène. Et donc souvent, c'est des produits très industrialisés avec pas forcément très bonnes, que ce soit pour le microbiote et autres. Et toujours à garder ces pulsions sucrées, cette addiction au sucre que parfois voilà, le cétogène peut aider à se débarrasser. Moi, je pense qu'il faut revenir à du brut, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, et que ça soit cétogène ou pas d'ailleurs, euh, et éliminer cette partie céto-industrielle que je vois de plus en plus, qui a tendance un peu à m'énerver, quoi. Ouais, il y a la même chose dans le végétalisme, hein. Il y a le végétalisme Oui, normal, puis il y a le végétalisme oui, corn food, McDonald's, hein. Peut-être que McDonald's fera oui, des oui. hamburgers keto, hein, je sais pas, hein. Peut-être ça peut arriver. Enfin, Ah ça risque pas, mais bah, peut-être. tant qu'il y a de la demande, c'est jouable, hein. Il y a des pains céto à base de farine de lin, farine de tout ce que tu veux. Euh, bon, je pense pas que ça soit la bonne direction. Je pense qu'il faut se réapproprier une densité nutritionnelle, peu importe d'ailleurs que ce soit cétogène ou pas cétogène, Ouais, hein. Peu importe voilà, le régime dans lequel on se sent bien, parce que c'est ça aussi qui est important. Il faut qu'on se sente bien dans ce qu'on mange. Mais c'est surtout la densité qui est importante. C'est-à-dire que des trucs ultra transformés, c'est très pauvre en micronutriments, c'est très pauvre en vitamines, c'est très pauvre en minéraux. Donc en fait, on fait que de se remplir. Et voilà, on se remplit, on n'a plus faim, mais en fait, c'est pauvre. Il se passe rien, quoi. bien sûr, ouais, bien sûr. Ok. Ben écoute, je t'ai posé toutes les questions que je voulais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de terminer? Non, pas particulièrement. Je pense qu'effectivement, il faut trouver la version, si on veut se lancer dans le cétogène, il faut trouver la version qui nous convient. Pas tomber dans le dogme du 20, 25, 30 grammes. OK, Ouais, quand on a quand on a un problème métabolique à traiter, pourquoi pas? Ça peut être une solution, c'est pas la seule, hein.
le cétogène pour traiter un diabète de type 2 ou un problème métabolique. Il y en a d'autres. Mais si on veut s'essayer à ça, bon, pourquoi pas. Effectivement, au début, je pense qu'il faut être un petit peu drastique sur les glucides, le temps de l'adaptation, surtout si on a un gros problème métabolique de longue date. Donc là, oui, il faut quand même réapprendre au corps à fonctionner de manière correcte. Mais après, comme tu disais, il faut travailler sa flexibilité métabolique. Quand on a retrouvé sa flexibilité métabolique, on peut entrer, sortir, on peut de cétose et manger, voilà, retrouver une alimentation qui devrait être la nôtre, normale. C'est-à-dire que si on veut manger un fruit, on mange un fruit, quoi. Yes. De toute façon, moi, je l'ai expérimenté. C'est vrai qu'il y a 1 an et demi, j'ai vraiment fait du keto strict et il manquait quelque chose, quoi. Il manquait quelque chose et là, depuis que j'ai rajouté miel, fruits, tubercules de temps en temps, riz de temps à autre, moi, par contre, je bois du lait cru. J'en bois pas mal, parce que je le supporte bien. C'est vrai que je me porte bien mieux, quoi. Moi, je me porte bien mieux, Ouais. quoi. OK. Ouais, parce que du coup, c'est forcément plus dense nutritionnellement. Parce qu'il y a aussi une problématique avec le keto version stricte, c'est que bah, comme c'est très tourné vers les lipides, ok, ça a des intérêts. Hein. Là, on va pas, tu le sais très bien. C'est notre manière de fonctionner dans 95% du temps. Euh, mais il y a quand même pas les vitamines et minéraux que tu vas retrouver dans une partie des végétaux ou dans une partie des produits animaux. Tu penses auquel en particulier? Bah, ça va dépendre des personnes, mais il y a des gens qui vont se tourner vers un keto industriel, comme je te disais, donc ils vont aussi Ouais, zapper la partie animale. Donc, voilà, on va retomber ouais, sur les ça, c'est le problématiques que je pire. t'ai évoquées tout à l'heure. Ouais. Oui, je pense effectivement que c'est le pire. Mais après, c'est même d'une manière générale, ça va être les carences qu'on retrouve dans la population générale. Très souvent, quand je demande des analyses, c'est les carences qu'on retrouve quasiment chez tout le monde. B9, B12, zinc, Q10, parce que c'est pareil. Quand on mange de la viande aujourd'hui, alors je dis pas on, nous deux, hein, mais les personnes, elles mangent de la partie musculaire de la viande. Elles Oui, elle mangent plus mange du les abats. steak, ouais. Elle mange Elles du mangent du steak, steak quoi. 5%. Ouais. Et voilà, 2 fois dans la semaine ou une fois dans la semaine parce qu'il ne faut pas trop en manger. Mais les abats, on les mange plus. Ouais. Alors que c'est là qu'on retrouve toute la partie qui est très riche en micronutriments. Ouais. Et j'ai une dernière question, un peu insolite, mais tu as une expérience dans le cru, toi, ou pas? Non. T'as jamais essayé, Viande- de manger cru? La viande crue? Ouais, Non. OK. Non, non, j'ai jamais essayé. Je mange ma viande plutôt saignante, très saignante même. Mais non, je m'y suis jamais essayé. Alors après, sauf les produits laitiers, crus, c'est les seuls qui Ouais, passent. ils sont crus, ouais. Mais ouais, mais la viande, non, ça m'attire pas plus que ça. Faudrait un essai, pourquoi pas, vu que j'aime bien tester les choses. Mais... C'est une question parce que moi, on va dire, c'est l'alimentation là que j'ai depuis quand même, pas mal de Ouais, temps, j'ai vu. quelques mois et il s'est quand même passé des choses très intéressantes. Donc, je continue cette expérience. Ça reste une expérience, hein, je le prends pas pour acquis, mais c'est intéressant. Si jamais un jour tu envie de tester, pourquoi pas? Ouais. Mais du coup, j'aime bien ce que tu viens de dire, tu vois, en disant c'est une expérience et il n'y a rien qui doit être acquis. Et je pense que c'est un bon mot de la fin parce que, euh, et même en fonction de différents moments de vie, période de vie, ça peut être les besoins sont différents et on peut voilà, on peut évoluer. Et il faut savoir remettre en cause ce qu'on fait à un instant T, se dire c'est pas bien, c'est bien, ça me va, ça me convient pas, et pas rester bloqué dans des idéologies. Toi, tu as fait du VG cru pendant, mais tu as fini par te rendre compte que ça te convenait pas. Oui, Tu vois. quand tu fais 60 kilos pour 1,76 m et que tu as la peau sur les os, tu sens bien qu'il y a un Ouais, voilà. problème, quoi. Moi, au début, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai fait quelques erreurs en cette eau. Bah, à un moment donné, il faut aussi se dire, bah là, j'ai fait des conneries pendant un mois ou deux. Et il faut savoir les remettre en question et se dire que là, bah, ça manquait un peu de protéines. Pourtant, c'était pas bas en protéines, mais il en manquait encore. Ça manquait de glucides, voilà, parce que Ouais. bah, c'était un peu le cœur du sujet là. Mais que voilà, à 20-30 grammes chez un sportif, non, ça ira pas.
Et donc voilà, il faut aussi remettre en cause et tester sur soi-même, parce que voilà, on est tous différents. Ouais. Néanmoins, il y a des principes, voilà, qui Oui, sont les mêmes pour tout le monde. On est bien d'accord. oui, oui. Les grandes lignes, oui. Après, il y a des petites voies sur les côtés qu'il faut aller explorer. C'est vrai. OK, très bien. Bah, écoute, c'était une belle façon de conclure. Bah, je te remercie beaucoup d'avoir partagé, Avec plaisir. ton expérience. Je pense que ça va aider beaucoup de gens et si vous avez des questions pour Sébastien, eh bien, mettez-les en commentaire. Il verra et peut-être qu'il vous répondra si vous avez de la chance. Ouais, je répondrai avec plaisir. Ça roule. Beh, écoute, je te remercie encore et puis, je vous dis à tous à bientôt. Au revoir. Salut.